Et oui, on est encore ensemble, bien sûr, sur ce plateau de la piste de la francophonie à Kigali, au Rwanda. Ariella, Atom sont toujours en notre compagnie. Ariella, il y a eu 1 700 000 touristes cette année au Rwanda. Le tourisme, on peut dire qu'il a vraiment décollé après la campagne de publicité sur les maillots d'Arsenal, Visit Rwanda. Ça a été un déclencheur. Je dirais que le tourisme a décollé il y a quelques années. On a vu une tendance d'augmentation de différents investissements dans le secteur, mais aussi on a eu une augmentation en moyenne de 10% de visiteurs depuis il y a au moins 10 ans. Alors ceci veut dire que les gens à qui on parle, les visiteurs ou ceux qui pensent prendre leurs vacances et sont à la recherche de expérience unique, voient le Rwanda comme une destination et l'endroit idéal pour ce genre d'expérience. Et c'est pas n'importe quel tourisme, hein, c'est un tourisme qui va protéger les espèces, la faune et la flore. Et d'ailleurs, dans votre intitulé de département, il y a département du tourisme et de la conservation. C'est important, non pas de la conversation. Oui, vous avez raison. En fait, le Rwanda a choisi l'écotourisme de luxe pour 3 choses. La première était bien évidemment de tirer des marges élevées tout en réduisant un impact sur l'environnement. Parce qu'on ne badine pas avec la conservation, comme vous l'avez dit, et tout en mettant d'abord les communautés qui vivent autour des parcs en tant que les mettant devant comme les co-investisseurs et partenaires dans la conservation. Et avec cette politique et cette stratégie, on arrive à partager 10% de nos recettes du tourisme avec eux. Oui, il faut savoir que par exemple pour visiter les gorilles dans le parc des volcans, ça coûte plus de 1 500 €. Et là dans le parc où nous étions lundi en reportage à Nyungwe, c'est 90 € pour voir les chimpanzés. C'est vrai que c'est assez cher et c'est ce qui permet de reverser de l'argent bien sûr aux populations. En fait, comme je venais de le dire, nous avons 4 parcs nationaux. Et ils offrent une riche biodiversité variée. Alors, il n'y a pas que le Nyungwe que vous avez vu, nous avons aussi un autre parc à l'est du pays qui s'appelle le parc de la Kagera, qui est connu pour les fameux Big Five. Alors, cela fait que on offre un produit diversifié. Cela, donc, il y a un parc comme Nyungwe. Et d'autres primates, des chimpanzés. Et il y a aussi le volcan, le parc des volcans, où on trouve les fameux gorilles. Et ce qui fait que le Rwanda offre un produit diversifié. C'est grâce à nos ressources naturelles. Ouais. Ce qui veut dire que nous devons les protéger. Du coup, l'écotourisme de luxe est vraiment quelque chose auquel nous tenons. Oui, à côté de cet écotourisme de luxe justement qui marche pour le Rwanda veut aussi se veut devenir la destination par excellence pour les grandes conférences internationales. Le Rwanda en a déjà accueilli plusieurs, s'apprête à en accueillir d'autres. Quelle est l'importance pour le Rwanda et aussi les stratégies adoptées pour arriver à attirer tous ces grands rassemblements? D'abord, le Rwanda a investi dans des réformes comme un régime global de visa. Vous pouvez le savoir, Dominique, à l'arrivée, on donne des visas à l'arrivée. Donc, c'est-à-dire ça réduit le stress et le planning qu'on met en planifiant un voyage. Et aussi, le Rwanda a investi à relier le pays à d'autres destinations d'où parviennent ces visiteurs. Alors, il y a un investissement dans les réformes, un investissement dans les infrastructures qui voit aussi, comme vous pouvez le voir ici, on a des hôtels de toutes les catégories. Il y a 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, même ceux qui sont un peu plus budget, un peu plus économiques. Donc cette diversification et cet environnement vraiment qui a permis à ces investissements de se passer, c'est ce que le Rwanda a fait pour arriver à ça. Et aujourd'hui, le Rwanda est 2e en termes de tourisme de conférence en Afrique. Et c'est quelque chose que nous apprécions et que c'est quelque chose qu'on va
continuer à travailler dessus pour être premier d'ici très longtemps, d'ici Merci. très peu. Merci. Atome, on n'avait pas en tête cette image du Rwanda écolo, et pourtant ça a été les premiers à interdire les sacs plastiques. Il y a une vraie démarche écologique ici. D'ailleurs, quand on se promène dans la ville de Kigali, elle est très très propre. On surnomme d'ailleurs le Rwanda la Suisse de l'Afrique. Vous qui voyagez, vous allez en Belgique. Bientôt, la Suisse sera le Rwanda d'Europe. Exactement, on vous le souhaite. Enfin bon, oui, on vous le souhaite. Et vous qui voyagez, vous allez en Belgique, vous avez joué en Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui encore cette propreté de la ville, ce côté absolument nickel, ça vous surprend encore? Ça vous enchante encore? Ça nous enchante parce qu'il y a une autre image sur laquelle on était beaucoup plus connu. Et donc, du coup, quasi automatiquement accueilli, de la tragédie, notamment du génocide de 1994 des contre les Tutsis. Tutsis. Voilà. Et donc, du coup, qui s'inscrivait dans la carte postale globale sur l'Afrique des conflits et tout cela. Et donc, c'est très enchantant d'être accueilli sur un autre registre. Mais sinon, il faut juste signaler que la particularité, en fait, de la pratique rwandaise, du point de vue de la gouvernance, c'est toujours d'associer les populations à ces pratiques, en fait. Ce qui fait que les gens s'approprient très rapidement ce genre de pratiques et ils sont les premiers à en bénéficier, les retomber. Et donc voilà, c'était le cas pour la pratique dans le parc de Nyungwe, comme on a vu ça dans le reportage. Mais sinon, c'est un peu le cas partout dans la ville de Kigali et en dehors. Ariel, est-ce que justement, Ariel, c'est important d'avoir cet engagement citoyen, ça c'est sûr. Mais comment y arrivez-vous? Comment arrivez-vous à impliquer, à avoir les gens aussi impliqués à faire l'implication de la population? La population est impliquée parce que nous voyons un futur. Nous voyons, comme Atome l'a dit, ce qui est important, c'est de voir c'est quoi qu'on bénéficie si jamais on est ensemble. Comme on a dit, on est ensemble, mais pour pour le même but. Chercher le but commun. Et c'est le but commun qui nous fait arriver aujourd'hui où on est. Alors, tant que les populations voient ce qui est de bon, et surtout la jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espoir de demain. Avant, c'était pas comme ça. Donc, nous voyons, c'est ça qui fait que tout le monde s'implique et tout le monde est sur le même but. Oui. Très brièvement, Ariela ou Atome, vous pensez que cet engagement, il aurait pu exister s'il n'y avait pas eu la tragédie de 1994? Vous pensez que le génocide, il a forgé cet engagement? Je crois que... Excusez-moi. Je crois que ça a servi d'électrochoc, en fait. Il y a un concept, malheureusement la formule est en anglais, les homegrown solutions. Ça veut dire, ça a permis d'aller se ressourcer, d'aller vers soi, sur le plan collectif, pour essayer de trouver des solutions en ayant justement en arrière-fond le génocide, une démarche du tout sauf ce qu'on a subi et ce qu'on a vécu par le passé. Ouais. Et donc ça a servi à ça. Mais il y a aussi eu des activités comme au Muganda, comme vous avez dit, qui mettent les populations ensemble et qui reconnectent vraiment, qui recousent ce tissu social qu'on avait perdu. Il y a aussi le projet de ville verte, Wakanda, c'est incroyable. Ville verte? Un projet de ville verte en construction. Ah oui, Green City. Ouais. Mais même avant ça, le Rwanda, il est vert. Oui, c'est vrai. Oui, Kigali est la ville la plus verte d'Afrique. Oui, merci beaucoup Ariela, merci beaucoup Atome, vous restez avec nous.